Bien, mes chers collègues, bonsoir. Nous allons démarrer ce conseil municipal et je donne la parole sans plus tarder à Louis Druot pour l'appel. Francis Elabert. Virginie Blandin. Présent. Françoise Blondel. Présent. Alain Canac. Présent. Yvette Duboc, absente, pouvoir Madame Auchard. Monsieur Leperf. Madame Soulier. Monsieur Bressaché. Denis Zedron. Christophe Had. Lorena Tuna. Absente pour le Absente moment. pour l'instant. Florian Lemaire, absent, pouvoir Madame Soulier. Monsieur Mouillard, absent, pouvoir Madame Blondin. Marie-Claude Herval. Joël Le Soif. Céline Vivet. Jean-Michel Rass. Élise Auchard. Olivier Fay, absent, pouvoir Monsieur Alabert. Catherine Deroy. Marie-Christine Comard. Denis Auchard. Saténique Busset, absente. Florent Ferrand. Présent. Vaudreuil présent. Françoise Degnaud. Thierry Soudet. Absent. Il arrivera normalement en retard. D'accord, merci. Dominique Taladin. Louis Pina. Michel Dussault. Guillaume Le Prévost, absent. Laurent Bénard. Et Pierre Artebise, absent. Absent. Bien, merci. Sans plus tarder, le quorum est atteint. Nous pouvons délibérer régulièrement sur les points de l'ordre du jour. Premier point, c'est l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion du conseil municipal. Y a-t-il des remarques particulières, des choses mal retranscrites? On peut passer au vote. Gymnastique de fin d'après-midi, qui est pour l'adoption? Des abstentions, des contre, merci. Point suivant, les communications. Ça aussi, c'est à chaque conseil municipal. Les communications, c'est la vie de la collectivité entre deux conseils municipaux. Y a-t-il des remarques particulières sur ces communications? Oui, Madame Degnaud. Oui, alors, c'est la communication 2026-025 du 28 janvier. On a parlé bien face au micro. Oui, c'est bon. Oui, d'accord. C'est la 2026. 2026/025, 28 janvier 2026. Donc, c'est par rapport à la cavité découverte sous en fait, le Super U. Rue Guy de Maupassant. 20 rue Guy de Maupassant. Donc je voulais savoir, puisqu'en fait il y a vraiment eu découverte d'une cavité, je souhaitais savoir quelle était l'ampleur de cette cavité. Alors, par rapport à cela, c'est une précaution que nous prenons par rapport aux sondages qui ont été faits, puisqu'il y a un changement de destination qui est programmé au-dessus de marché U, qui sont des appartements qui appartiennent à une famille, ancienne famille Yves Totez. Et par rapport à ça, comme il y a un changement de destination et comme le permis avait été annulé et représenté, des sondages ont été effectués. Par rapport à ça, par mesure de précaution, nous avons diligenté d'autres sondages qui feront l'objet évidemment de travaux complémentaires, mais c'était surtout, par rapport à ça, nous avons pris la tâche d'un avocat pour éventuellement, en cas de découverte très particulière, de nous protéger sur un plan juridique. Oui. Pour l'instant, sur les premiers les sondages qui ont été faits, il s'avère qu'une partie, il n'y a rien de programmé. Sur une autre partie, puisqu'on est descendu jusqu'à 40 mètres, à 39 mètres, il y a un vide de 2 mètres qui semble être présent. Donc c'est pour ça que nous aurons des investigations supplémentaires. Et c'est pour ça que nous avons pris la tâche d'un avocat. Ok, donc 2 mètres de profondeur, je suppose, mais sur combien de longueur, vous ne savez pas? Vous n'avez pas l'étendue Pour l'instant, de la cavité? c'est simplement un vide à 39 mètres qui ne gêne pas la partie au-dessus. Mais par précaution supplémentaire, nous savons que... Alors, ce qui pourrait se trouver, ce qu'on rencontre souvent au cœur de ville, ce sont des puits.
Bon, c'est l'histoire de la collectivité, de la ville, avec des puits, puisque, je rappelle, l'eau n'est pas arrivée depuis 300 ans à Yvetot, c'est 1880-85, à quelques années près. Et évidemment, dans chaque famille, il y avait des puits d'eau, ce qu'on a appelé quelquefois des citernes, mais qui ne sont pas tout à fait la même chose, et quelquefois aussi ce qu'on appelait des fosses d'aisance, pour être plus concret, des toilettes. Bon, à 40 mètres, plutôt un puits qu'un d'aisance. Mais pour l'instant, je ne suis pas devin, j'attends toutes les conclusions. Ok. Donc après, j'en ai encore une autre question. Allez-y. Numéro 2026/027 du 29 janvier. Et je voudrais que vous nous donniez un état, puisqu'en fait, on a compris en lisant la communication qu'il y avait une résiliation d'un bail au 31 janvier 2026, qu'il y avait une convention d'occupation par Madame Kretz, notamment pour la tenue du clubhouse du tennis d'Yvetot. Si, c'est ça, c'est la 27. Ah oui, la 27, d'accord. Ouais. Oui. Donc, en lisant la communication, on peut supputer qu'il n'y a pas de repreneur. Et qu'est-ce que cela devient et pourquoi il y a une cessation d'activité? Françoise, est-ce que tu peux parler directement dans le micro parce que tu parles à côté et donc on n'entend pas ici. Alors, je il s'agit de la 27, vous avez dit. 27-027. Donc il y a une cessation, enfin une résiliation. Le clubhouse du tennis. Voilà, bon, je vais passer la parole à Alain Bressacher qui a travaillé sur le dossier, mais c'est suite aussi à des découvertes que nous avons pu faire sur l'entretien de cette partie-là. Oui, donc bonsoir. La réponse est relativement simple. Lors de visites pour la rénovation et la mise aux normes handicap du clubhouse, les services se sont rendus compte que la cuisine manifestait des manquements évidents à l'hygiène. Donc, monsieur le maire a pris un arrêté très rapidement pour pouvoir fermer cette cuisine, a fait appel au secours, entre guillemets, de la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations, qui a émis quelques réserves sur ce qui se passait et quelques conseils pour que cette cuisine puisse refonctionner normalement. Donc il faut effectivement faire quelques travaux dans cette arrière-cuisine. Et en fait, la personne qui était en charge de cette petite restauration a de très gros problèmes de santé. Je la connais depuis une trentaine d'années maintenant. Et donc je ne vais pas revenir sur ces problèmes de santé qui ont fait qu'en fait, elle a préféré abandonner son activité, puisque de toute façon, on n'était pas en mesure de faire les travaux de remise en état et en conformité tout de suite. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de repreneur pour l'instant, et je pense que c'est une question qui reviendra sur le devant de la scène à partir du mois de septembre, je pense, une fois que les travaux auront été réalisés, et tout ça a été fait en accord avec le club, qui était partie prenante dans l'affaire. C'était réellement une affaire menée avec tous les participants. Bon, voilà. C'est important d'avoir cet éclairage quand même pour ceux qui fréquentaient ce clubhouse au final. Il faut savoir, comme il vient d'être dit, que dès la connaissance de la situation sur les points d'hygiène, j'ai fait un arrêté illico de fermeture pour protéger tout le monde. Et il y a deux parties. C'était la partie cuisine simplement. La partie bar va être rénovée puisque le club a été désigné pour recevoir une subvention de la fédération pour l'amélioration des locaux. Il a reçu une subvention non négligeable de 22 000 euros et des poussières. Donc la gestion du bar va être reprise par le club en direct. Alors bar sans petite restauration, ce qui exclut forcément les boissons de deuxième et troisième catégorie, hors autorisation que nous avons délivrée pour l'Open de tennis. Voilà. Merci. C'était, je pense, important d'informer quand même nos administrés. Et j'ai une dernière remarque sur donc la communication 2026/030,
puisque en fait, on nous précise qu'il y a un dossier de candidature à l'appel à projet 2027, année européenne des Normands millénaire Guillaume le Conquérant, et qu'il est possible d'attendre une subvention d'un montant de 22 072 €. Alors, donc, plusieurs questions. Quel projet la ville escompte-t-elle porter? Quel est le coût total de l'opération? Et quelles seront les retombées pour IFTO? Alors, rassurez-vous, je m'attendais à cette question. Ah oui, Rassurez-vous. Par rapport à cela, c'est un appel à candidature, un appel à projet. Vous savez que c'est l'année européenne des Normands et demande de subvention. C'est quelque chose qui est diligenté par la région. Mais par rapport à cela, de présenter un dossier de candidature, je lis un peu la décision, hein, à l'appel de ce projet 2027, année européenne des Normands millénaire Guillaume le Conquérant, lancé par la région Normandie, portant sur le projet Forme désigne, intégrant une exposition de Matali, Crassel et les trépides et le bivouac intérieur. Bon, ça c'est... Là-dessus, je n'ai pas plus d'informations que ça, mais c'est tout le projet qui sera présenté dans ce cadre-là. Évidemment, par rapport à cela, nous avons souhaité, il y aura une résidence d'artistes qui va être recherchée autour de ce désigne contemporain et un festival de forme qui sera aussi dans le cadre de la programmation en cours d'élaboration par l'équipe de la Galerie du Champ. Donc c'était associé aussi la Galerie du Champ parce que nous pensons que, évidemment, elle a un rôle important à jouer et dans ce festival et ce projet des formes, évidemment, nous allons élaborer le projet avec la Galerie du Champ. Voilà quelles seront les premières retombées de ce projet très très important qui est diligenté par la région Normandie. Donc vous avez démontré le projet. Maintenant, le coût total de l'enveloppe. Alors là, pour l'instant, on s'est inscrit dans le projet. Pour le coup, évidemment, tout va dépendre de ce que veut mettre aussi la région sur le projet et les subventions que nous solliciterons plus tard, lorsqu'on sera plus avancé sur le projet. Mais on a quand même une estimation du coût, on a une fourchette quand même, haute ou basse. Je ne lis pas dans le mar de café, Madame Degnaud, vous le savez très bien, et je ne fais pas des supputations inutiles. Oui, mais enfin, quand on fait une demande de subvention, on a quand même l'idée d'un coût. Là, on est sur cette année spécifique et nous allons travailler sur le projet artistique qui est diligenté par la région. Oui, on arrête quand même un coût au final quand on porte ce type de projet. Le coût il sera formalisé par la région. Ça fait 3 fois que je le dis, peut-être que mon accent est incompréhensible, mais ça fait 3 fois que je dis que ce sera diligenté par la région. Non, mais c'est important, c'est quand même je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore le coût, sinon je vous le dirai. C'est quand même des finances. C'est quand même, on parle des finances, donc tout c'est important. Attendez. Non, mais ça c'est votre interprétation. Là, c'est s'intégrer dans le projet. Ok. Et puis les retombées, donc elles sont que par rapport à la Galerie du Champ au final. La fréquentation de la galerie, j'entends. Oui. Pardon. Je me permets de répondre sur une partie des retombées. Effectivement, ça va forcément concerner la galerie, mais pas seulement, vu que c'est un projet qui est porté par la région, donc par l'ensemble des territoires de la région, mais aussi à l'échelle européenne. Donc il y aura forcément des retombées, ne serait-ce qu'en termes d'image et de notoriété pour la ville d'Yvetot. Oui, mais bon, on est curieux. C'est un projet porté par la région, donc on n'en sait pas plus, mais en tout cas, c'est intéressant de... La curiosité n'est pas un défaut, madame. Ah, mais surtout pas. Et c'est normal que plus d'une personne puisse être curieux par rapport à un événement d'ampleur de 2027. Oui, bien sûr. Et on profite en fait du projet de la région pour inclure la programmation de la Galerie du Champ en fait dans la programmation région, ce qui nous permettra d'avoir un rayonnement plus important et d'avoir une partie de la communication que nous n'aurons pas besoin de faire parce qu'elle sera faite dans la région et la communauté de communes travaille aussi sur le sujet, mais je les laisserai en parler mieux que moi. Comme vous le savez, il y aura plusieurs intervenants sur ce projet qui a une valeur internationale, on va dire, et un projet international sur ce projet-là. Et évidemment, au fur et à mesure, la Galerie du Champ s'est déjà présentée plusieurs fois sur ce type de projet et d'autres projets. La démonstration a été faite qu'elle était en capacité de donner encore plus d'éclat à un projet. Le dernier en date, c'était l'exposition David Lynch. Jean-François Lepère. Oui, pour compléter pour le Millennium, la ville apportera aussi son soutien à la création d'une comédie musicale portée par Frédéric Lemarié,
qui est un auteur-compositeur de Forges-les-Eaux. Nous, on lui permettra de travailler cette comédie musicale en résidence donc au Viking en 2026 et va s'associer à ce projet la maîtrise, donc le chœur Presto. Le chœur Presto participerait à ce projet et dernièrement, j'ai appris aussi que Pierre Marteau pourrait s'associer aussi à ce projet. Voilà. Alors, d'une toute petite communication, on a quand même un projet d'ampleur qui est enfin dévoilé. Ben oui, mais nous ne sommes pas maîtres d'œuvre. Totalement, vous le savez très bien. Et je sais bien que vous aimez revenir sur différentes antiennes. Merci. Pas d'autres remarques? Point suivant, qui est une communication que l'on présente tous les ans au conseil municipal. C'est l'état annuel des indemnités perçues par les élus. Là, vous avez un tableau qui reprend les indemnités qui ont été versées au cours de l'année 25, qui ne font qu'une simple application du Code général des collectivités territoriales pour les indemnités des élus. Donc, il demandait au conseil municipal de prendre acte du tableau qui vous est présenté. Pas de remarques particulières? Merci. Point suivant. Nous allons rentrer dans une longue série sur la partie finance. Cette délibération, c'est la taxe d'aménagement du quartier d'affaires de la Moutardière, reversement d'une partie de la communauté de communes d'Yvetot-Normandie. Alain Canac. Bonsoir à tous, certains que je n'ai pas vus encore. Donc vous savez que les communes perçoivent le produit de la taxe d'aménagement applicable à toutes les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations nécessitant une autorisation d'urbanisme sur le territoire communal. Cette taxe, elle est de 5%, et pour ce qui concerne les zones d'activité existantes, c'est-à-dire Osboc et son extension, Vallée-Kerville son extension, Croix-Mare et Écretteville, lorsque la communauté de communes réalise des aménagements sur ces zones d'activité, les communes perçoivent bien sûr la taxe d'aménagement, mais reversent 80% de cette taxe à la communauté de communes, puisque c'est la communauté de communes qui est le porteur de projet. Le quartier d'affaires dit de la Moutardière, situé sur la commune d'Yvetot, constitue une nouvelle zone d'activité dont l'aménagement sera financé par la communauté de communes. Donc, la ville d'Yvetot percevra bien sûr la taxe d'aménagement et c'est le but de cette délibération, s'engage à reverser 80% de cette taxe à la communauté de communes. Voilà. Est-il des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Madame Degnaud, Monsieur Ferrand et Madame Deroire. Et qui est contre? Je vous remercie. Très bien, merci. Délibération suivante. Subvention de fonctionnement au Centre communal d'action sociale et aux budgets annexes, subventions d'investissement diverses pour l'année 26. Il y aura l'intervention sur ce sujet également de Madame Blondel. Alain Canac. Alors, vous savez que depuis l'an dernier, nous séparons les subventions de fonctionnement au Centre communal d'action sociale et aux budgets annexes et les subventions aux associations. Donc, nous l'aurons après. Donc, cette année, nous avons donc, si on regarde bien les annexes, Centre communal d'action sociale, 1 100 000. Je ne reviens pas sur le détail, il a été exposé lors du débat sur les orientations budgétaires. Au budget salle municipale, 380 000 euros. Ça, c'est pour équilibrer le budget salle. Ensuite, publication, 28 000 et budget spectacle, 115 000. Ça, c'est pour le fonctionnement. Et en investissement, nous avons des subventions d'équipement aux organismes publics, à savoir la région pour la construction du nouveau gymnase. En principe, ce sera le solde d'investissement qui sera de 210 532,32. Pour le budget annexe salle municipale, 195 000, c'est pour rembourser l'emprunt de la salle du Vieux-Moulin. Et subvention d'équipement au personnel de droit privé,
subvention coup de pouce PIG pour rénovation énergétique, 11 000, qu'on avait mis en place maintenant il y a 2 ans ou 3 ans. Hein. Et contribution financière extension réseau public d'électricité, ça il faut toujours prévoir quelque chose à ce niveau-là, et là nous prévoyons 11 027,66 € en fonction des connaissances que l'on a actuellement des besoins. Y a-t-il des questions? C'est plus une observation qu'une question. Oui. Puisqu'en fait, au niveau du débat d'orientation budgétaire, on avait quand même fléché que 1,1 million pour un établissement qui va prendre vie au 1er juillet 2026. C'était quand même au plein milieu de l'année et qu'on aurait pu prévoir 550 000 € et après orchestrer des DM pour finir la fin d'année. Alors, pas très judicieux. Pas très judicieux. Un budget doit être le plus sincère possible. Oui, donc, il vaut mieux prévoir le risque d'avoir à verser. Alors, justement, je reviens là-dessus parce qu'on avait débattu, on va pas redébattre là. Bon, mais c'est quoi les risques? Qu'est-ce que vous avez prévu comme risque? Lorsque l'on change, comme ceci, que l'on crée un organisme, on part un petit peu... Il y a toujours des inconnus. Ces inconnus, il faut y faire face. Il faut donc pouvoir régler les sommes qui seraient à intervenir. Donc, on prévoit, on peut espérer qu'il y aura moins de dépenses, auquel cas nous ne le verserons pas. Mais budgétairement, si on veut un budget sincère, il faut le prévoir. Non, mais ça je comprends, mais ça fait comme une grosse enveloppe de prévu. Donc... On aurait pu prévoir moins, on a préféré proposer 11 000, c'est ce qui avait été proposé lors du débat sur les orientations budgétaires. Et donc, c'est ce que nous avons mis au budget, bien évidemment. Non, mais c'est pour ça que comme l'enveloppe est importante, je me dis qu'ils ont peut-être escompté des risques importants. Et c'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous avez escompté des risques importants? Alors, par rapport à ça, on l'a dit, on va le répéter, la subvention est versée en plusieurs fois. Et on verra à partir du 1er juillet prochain où on en sera par rapport à ça. C'est pour ça que cette enveloppe peut paraître encore conséquente. Ceci dit, l'établissement public démarrera au 1er juillet prochain. C'est pour ça que nous avons cette prévision. Ce n'est qu'une prévision, et étant entendu qu'il nous faudra aussi avancer par rapport à cet établissement public. Et là, comme nous versons la subvention en plusieurs fois, on aura toute l'attitude de revoir où nous en sommes à partir du 1er juillet prochain. Alors après, j'ai une autre question, mais elle est un petit peu en écart. Madame Blondel nous avait dit qu'elle nous ferait un état des derniers entretiens pour savoir... Vous ne m'avez pas écouté encore, cher ami. Vous ne m'avez pas écouté. Je sais très bien que ma voix ne vous intéresse pas plus que ça. Vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit simplement que Françoise Blondel, comme on s'est engagé, allait donner les chiffres qui avaient été demandés par Madame Taladin. Merci. Françoise. Merci, Monsieur le maire. Alors, effectivement, conformément aux engagements pris au dernier conseil municipal, je vais pouvoir vous faire un état des lieux du personnel à la fois du CCAS, du futur personnel de l'EPMS, etc. Les chiffres que je vais vous donner ce soir, ils ont été arrêtés vendredi dernier au 20 février. Donc, alors ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, l'effectif global du CCAS, tel qu'il existe aujourd'hui, représente 407 agents, dont 194 agents relèvent de la fonction publique hospitalière et 213 agents relèvent de la fonction publique territoriale. Parmi ces 213 agents relevant de la fonction publique territoriale, 46 vont rejoindre le CCAS au niveau du périmètre de la ville au 1er juillet 2026. Ils seront bien sûr affectés aux tâches qui existent déjà, que sont le multi-accueil. Je vous rappelle que le multi-accueil, c'est la crèche plus la halte garderie, le service social et le centre Saint-Exupéry. Ensuite, je vous avais dit que les fonctionnaires territoriaux qui devaient basculer vers la fonction publique hospitalière seraient reçus en entretien individuel. Ça a été commencé vers le mois de novembre-décembre, avec une fiche pour chacun, une fiche d'impact avant-après, si j'ose dire, pour simplifier les choses. À ce jour, 154 entretiens individuels ont été effectués pour les agents de la FPT, sur la base donc de cette fiche d'impact. 143 sont revenus signés au service RH. Sur les réponses que nous avons eu 2 demandes de rupture conventionnelle.
un refus simple pour un agent contractuel, 2 demandes de détachement. Ensuite, 28 réponses positives pour une intégration directe, 64 accords de transfert pour les agents contractuels et 50 demandes de mise à disposition avec refacturation à l'EPMS. Ces mises à disposition, ce sont des titulaires dont la rémunération ne peut être garantie pour l'instant au passage en FPH à cause de situations un peu complexes qu'on reverra au fur et à mesure avec le cabinet qui nous accompagne, le cabinet d'avocats. Ça concerne aussi des agents qui actuellement sont en cours de stagiarisation et dont évidemment il vaut mieux qu'ils soient titularisés avant d'intégrer la fonction publique hospitalière. Et ça concerne également... Oui, c'est ça, excusez-moi. Ensuite, on a aussi des agents, donc 50 qui ont demandé, je reviens, 50 ont demandé une mise à disposition, voilà. Ensuite, 7 agents en situation particulière resteront également dans les effectifs du CCAS. Ce sont des agents qui sont actuellement en congé maladie ou en accident du travail de longue durée, qu'il n'était pas question, bien évidemment, de convoquer, entre guillemets, au CCAS, puisqu'ils étaient en arrêt. Donc on attend leur retour avant de pouvoir les consulter et leur demander leurs souhaits. Ils seront eux aussi refacturés à l'EPMS. Et enfin, on a actuellement 7 agents de la fonction publique territoriale qui sont en disponibilité et qui resteront également dans les effectifs du CCAS. Donc, voilà, si je résume... attendez, voilà. Oui, sur les mises à disposition, je vous en ai annoncé donc 50, refacturées à l'EPMS. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un certain nombre de ces mises à disposition devraient rapidement, on pense que les gens devront rapidement pouvoir intégrer la fonction publique hospitalière, puisque ce sont, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est des stagiaires, on va donc attendre qu'ils deviennent titulaires avant de les basculer sur la FPH. Ensuite, on va attendre pour les arrêts maladie que les agents soient revus, évidemment, d'arrêt maladie ou d'arrêt de travail, pour pouvoir examiner avec eux leurs fiches. Et puis une dernière catégorie, si je peux me permettre l'expression, d'agents qui ont un intérêt de carrière à attendre un petit peu, c'est ceux qui sont sur le point de soit d'avoir un échelon supplémentaire ou de changer de grade dans l'année 2026. On a voulu leur préserver cet avancement-là avant qu'ils intègrent la fonction publique hospitalière. Donc, à partir du 1er avril, ce que je peux vous dire aussi, avant, le prévisionnel de l'effet, excusez-moi, mais c'est un peu complexe, hein. J'ai pourtant bien préparé cet après-midi. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que, par rapport à tout ce que je viens de vous annoncer, le prévisionnel de l'effectif de l'EPMS au 1er juillet 2026, il sera de 305 agents, c'est-à-dire les FPH actuels, les 194, puis plus les FPT transférés, ceux qui ont donné leur accord. À partir du 1er avril, tous les agents nouvellement recrutés seront affectés automatiquement à la FPH. Voilà, je crois que j'ai donné tous les éléments dont je disposais. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'était une information... Excepté que c'était très clair. Merci Françoise. C'est une information que je vous donnais, mais je reviens à l'ordre du jour, puisque c'était les subventions de fonctionnement au CCAS Yvetot, ainsi que tous les budgets annexes. Alors, et je redonne la parole à Alain Canac. Donc, on va voter sur cette délibération. Qui est pour? Qui est contre? Je n'en vois pas. Qui s'abstient? Je ne vois personne. Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Merci. Délibération suivante. État des subventions de fonctionnement allouées aux associations pour l'année prochaine. 26. Donc là, bien sûr, classique à chaque réunion budgétaire, ce sont les subventions qui sont versées aux associations qui en font la demande chaque année au mois de novembre.
avec parfois quelques difficultés, mais on arrive quand même à avoir finalement les demandes. Et on a cette année pour 351 531 € de subventions, en légère hausse par rapport à l'an passé, qui était de 338 777. Il y a quelques subventions nouvelles, ou d'associations nouvelles, des modifications qui sont intervenues, telles que par exemple l'amicale des sapeurs-pompiers, qui autrefois n'avait pas de subvention, mais qui maintenant a une subvention afin de régler la Sainte-Barbe. Avant, c'était la ville qui payait directement la Sainte-Barbe. Là, on s'est mis d'accord. L'amicale des sapeurs la paye, gère tout, mais reçoit la subvention en compensation. Donc, ce qui explique en partie l'augmentation globale. Y a-t-il des questions? Non, c'est juste une remarque. Je ne prendrai pas part au vote. Je suis présidente d'ASSO. Oui, alors là, justement, merci Françoise de le rappeler. Les personnes qui sont présidentes d'une association qui reçoit une subvention, bien sûr, ne prennent pas part au vote. Oui, c'était par mesure de prudence ce que j'allais annoncer pour les uns et les autres. Alors, qui ne prend pas part au vote? On va le mettre tout de suite. Donc, Madame Degnaud, Monsieur Auchat, Madame Blondel. Oui, Monsieur Bressaché aussi, en tant que trésorier de la CPTS. Comité des fêtes. Madame, plus il n'y aura personne pour voter. Hein. Tout le monde, vous avez bien pris les personnes qui ne votent pas. Donc, qui est pour? Ceux qui ont le droit de vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, à l'unanimité des votants, merci. Merci. Toujours dans la partie finance, fixation du coût par élève et participation financière versée à l'école Saint-Michel, année scolaire 25-26. Alain Canac, toujours. Donc vous savez que la loi, depuis 1959, oblige les communes qui ont un établissement privé sur leur territoire de financer les élèves de leur commune. C'est le cas pour les enfants qui vont en maternelle et en primaire à l'école Saint-Michel. À l'école élémentaire, donc, le coût moyen d'un élève en école élémentaire publique ressort à 846,91 €. Je parle, c'est du fonctionnement. L'investissement n'est jamais payé, c'est le fonctionnement. Donc, fourniture scolaire, travaux, chauffage, électricité, etc. Donc, un élève public revient à 846,91 €. Sur la base du CA prévisionnel 2025, bien sûr. Pour l'année scolaire 2025-2026, le nombre d'élèves yvetot inscrits en classe élémentaire à l'école Saint-Michel est de 174, du cours préparatoire élémentaire 1, 2 et moyen 1 et 2. Dès lors, le montant de la participation 2026 à l'école Saint-Michel pour les élèves des classes élémentaires est de 846,91 multiplié par 174, 147 362,34 €. Pour rappel, la participation de l'année précédente s'élevait à 139 065,36 €, donc une légère augmentation. Les écoles maternelles, le coût moyen d'un élève en école maternelle publique ressort à 2047,14 €. Pour l'année scolaire actuelle, 81 élèves sont inscrits à Saint-Michel. La participation est donc de 2047,14 multiplié par 81, 165 818,34. Pour rappel, la participation de l'année précédente s'élevait à 172 342, légèrement moins, mais il faut savoir que nous avons des coûts un petit peu inférieurs puisque l'école Rodin est fermée, donc plus d'électricité, plus d'eau, plus de chauffage à l'école Rodin. Coût moyen. Au total, la participation versée à l'école Saint-Michel pour l'année scolaire 2025-2026 est donc de 313 180,68, sensiblement la même chose que l'an passé, du fait qu'il y en a une un peu plus forte et l'autre plus faible. Y a-t-il des questions? C'est l'application pure et simple de la loi. De la loi. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante. Actualisation des autorisations de programme et des crédits de paiement, les APCP, qu'on appelle dans le jargon finance d'une collectivité. Toujours Alain Canac. Alors ça, on en avait déjà parlé aussi lors du débat sur les orientations budgétaires. Les autorisations de programme en cours
il y en a un bon nombre, vous les avez là dans les annexes, hein, je ne vais pas toutes vous les redonner. Vous avez bien sûr les crédits de paiement 2026 qui figurent à chaque... et puis les subventions éventuellement reçues, avec un ajout important qui est qui est travaux en mairie, puisque nous avons décidé d'ouvrir une autorisation de programme, sachant qu'il y avait déjà de prévu depuis facilement 3 ans maintenant la réfection du perron de l'hôtel de ville, qui n'est pas en très bon état. Nous n'avions pas eu la possibilité de le faire à l'époque. Maintenant, nous allons pouvoir l'inscrire dès cette année, hein, et on ouvre une autorisation de programme afin de pouvoir ensuite faire les travaux intérieurs au niveau de l'accueil. Voilà. Donc cette année, pour la ville d'Yvetot, il y a de prévu 314 100 € pour la réfection du perron. Y a-t-il des questions sur les autres autorisations ? Et il y en a bien sûr 2 supprimés, puisque les choses sont terminées. Les rénovations de toiture, hein, c'était des autorisations qui dataient de 2019. Donc maintenant, tout est terminé. Donc aucun crédit nouveau, bien sûr, plus de reste à réaliser non plus. Et les travaux de voirie rue du Vieux-Sainte-Marie, c'était un travaux en accord avec Sainte-Marie-des-Champs. Là aussi, tout est terminé. Donc bien sûr, on clôt cet APCP. Y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Madame Degnaud ? Qui est contre ? Je n'en vois pas. Merci. Merci. Délibération numéro 9, c'est la fixation des taux de fiscalité directe locale pour l'année 26. Alors ça, c'est ce qui fâche généralement, hein. Mais là, rassurez-vous, il n'y a pas d'augmentation prévue par la ville. Sachez seulement que votre feuille quand même de foncier augmentera légèrement, puisque l'augmentation des bases qui est décidée en fait par l'État est de 0,8%, ce qui correspond en fait à l'inflation, hein. C'est le taux INSEE qui est repris tout simplement pour ça. Pour ce qui est de la ville, les taux restent les mêmes, à savoir la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants, 20,80%, la taxe foncière sur les propriétés bâties, 54,65%, et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 83,70%. Donc, je répète, aucun changement par rapport à l'an passé, aux années passées. Des questions ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Personne. Je vous remercie. Délibération numéro 10, nous rentrons dans le dur du sujet, qui est le budget primitif principal, ville, pour l'année 26. Donc là, c'est Alain Canac qui va vous présenter. Vous avez tous reçu la note de présentation. Vous avez reçu le document en temps et en heure, puisque dans les convocations pour ce conseil municipal, il a fallu donner par avance toutes les parties qui sont afférentes au budget. Donc je laisse la parole à Alain Canac qui va vous présenter ce BP 26. Donc, en préalable, je rappelle que le mois dernier, nous avons voté le rapport sur les orientations budgétaires et que le budget qui vous est présenté ce soir reprend pratiquement mot à mot ce qui a été dit lors du ROB. Il y a eu quelques ajustements suite à des subventions qui nous ont été attribuées entre le ROB et maintenant, mais ça joue vraiment à la marge. Donc ce budget, on a une note maintenant de présentation brève et synthétique. Il a été établi avec 3 volontés. La volonté de proposer un budget de transition permettant à la prochaine équipe municipale d'assurer la continuité du fonctionnement des services publics communaux. C'est la moindre des choses. De maîtriser les dépenses de fonctionnement dans un contexte inflationniste, tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants. Et de mobiliser des subventions, notamment auprès du conseil départemental, de la région ou de l'État, chaque fois que possible. Ça, c'est le travail qui est réalisé par la direction des finances, et j'en profite d'ailleurs pour la remercier dès maintenant, avant de terminer, parce que je risque d'oublier après. Donc merci beaucoup, Madame la Directrice, et transmettez nos remerciements à toute votre équipe.
En section de fonctionnement, la section de fonctionnement donc, regroupe l'ensemble, ça vous le savez, des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. On a donc ici un budget 2026 qui s'élève en fonctionnement à 19 161 324,88 €, soit une augmentation de 2,16%. Je rappelle une chose importante, c'est que ce budget, nous l'avons établi à partir du réalisé 2025 et non du budget primitif 2025. On est beaucoup plus près ainsi de la vérité. Pourquoi prévoir des sommes si elles ne sont pas utilisées? Les dépenses réelles de fonctionnement 2026 représentent 16 671 325, soit une hausse de 1,43% par rapport au budget de 2025. Les crédits sont répartis comme suit, et vous avez ensuite un petit schéma qui vous explique comment sont répartis les différents crédits. Les principaux postes de dépenses donc, sont les charges de personnel, on en avait beaucoup parlé lors du débat sur les orientations, dont la hausse s'explique principalement par l'augmentation des cotisations CNRACL, 7,5%, je crois exactement, en 3 ans. Les charges à caractère général, dont la hausse est limitée à 2,28% grâce aux efforts réalisés dans chaque service, et les autres charges de gestion courante, qui comprennent notamment les indemnités des élus, la participation inversée à l'école Saint-Michel et les subventions aux associations, au CCAS et au budget, ce que vous venez de voter. La baisse s'explique principalement par la diminution de la subvention allouée au CCAS du fait de la transformation prévue. Donc on a quand même 145 000 de moins. Et les frais financiers qui diminuent en raison de la baisse de l'encours de dette. Ça, on en avait parlé aussi. C'est aussi intéressant. Et le virement à la section d'investissement s'élève à 1 640 000, identique à l'an passé. Pour les recettes, bien sûr, ce n'est pas surprenant, équilibré avec les dépenses, 19 161 324,68. Je rappelle quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'on n'a pas le droit de voter un budget en déficit. Il doit être parfaitement équilibré. Mais c'est important à rappeler. Certains le peuvent. Oui, mais pas nous. Les recettes, les principaux postes de recettes, donc la fiscalité locale, bien sûr, c'est-à-dire les impôts que nous payons. Les impôts locaux pour 8 164 815, c'est le foncier, essentiellement. Un peu de taxes d'habitation, mais ce qui reste, ce que je disais tout à l'heure, les logements vacants et éventuellement les résidences secondaires. Et c'est essentiellement le foncier bâti. Les taxes locales, droits de mutation, en cas de cession de biens immobiliers, taxes d'électricité, taxes locales sur la publicité, droits de place, pour 944 720. Ça, je le dis régulièrement, mais les droits de mutation, c'est difficile parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont les transactions immobilières qui sont réalisées. Donc ça arrive au fil de l'eau tout au cours de l'année. Donc on essaie de prévoir une somme qui soit réaliste, ni trop forte ni pas assez. C'est parfois un pari, mais généralement on s'en sort bien. Les impôts et taxes, 1 980 000. L'attribution de compensation versée par la communauté de communes, qui est de 1 770 000. Le versement du Fonds national de garantie individuelle des ressources, le FNGIR, provenant des suppressions de la taxe professionnelle. Le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC. Les dotations et participations estimées à 4 735 073. La dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement. La DSU, la dotation de solidarité urbaine, qui augmente généralement un peu chaque année. Et la dotation nationale de péréquation. Et les produits des services, c'est-à-dire les cantines scolaires, les services périscolaires, les cimetières, la mise à disposition des personnels budget annexe, les redevances d'occupation du domaine public, pour 1 077 750 quand même. Et ce chapitre, et là c'est important, on l'avait dit au ROB, intègre une nouvelle recette, la mise à disposition au profit du CCAS, du personnel municipal des services ressources, à compter du 1er juillet 2026 pour un montant estimé à 149 700 €. Les 2 ou 3 personnes des finances, entre autres, et des ressources humaines qui apporteront leur aide au CCAS, le CCAS, bien sûr, compensera cette aide que la ville leur apportera. Comme on le fait pour les budgets annexes, d'ailleurs, c'est la même chose. Voilà pour ce qui est du fonctionnement du budget principal. La section d'investissement, qui s'élève
au total à 8 578 087,44 €, compte tenu, bien sûr, des restes à réaliser. Là-dedans, on a quand même quelque chose. Je vais vous donner un petit peu quand même la lecture, vous l'avez, mais c'est important de le rappeler, des principaux projets de l'année 2026. Il y en a quand même pas mal. Les ateliers municipaux, c'est la fin des travaux de la deuxième phase. Il reste donc 546 114 € en crédit nouveau et reste à réaliser. Une nouveauté, la renaturation des cours d'école Caen-l'Ermite-Cotard pour 507 776 €. Le marché lancé devrait être déposé pour le 31 mars. Poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments communaux pour la phase 1, 162 610 et la phase 2, 448 801. La reprise du perron de l'hôtel de ville, ce que je disais tout à l'heure, pour 314 100. Des travaux de voirie pour une somme non négligeable, 1 245 000. La réfection des rues Pierre Lefebvre, Beaucousin, Delenfer, Robert Lemonnier et Niatel. Aménagement du parking au gymnase Vatine. Réfection du parking au cimetière du Fait. Effacement des réseaux rue du Champ de Course. Ce qui explique en grande partie cette somme importante, car l'effacement de réseau, ça coûte excessivement cher. Aménagement d'une voie de circulation aux ateliers municipaux, 250 000 €. Acquisition de la maison rue des Champs et des logements rue Percé, qui est portée par l'EPFN pour 257 550 €. Et le solde de la subvention à la région pour la construction du nouveau gymnase. On le disait tout à l'heure, 210 532. Et subvention au budget salle municipale, 195 000. Alors, fort heureusement, sur ces dépenses, nous avons quand même des subventions, tout du moins des subventions qui actuellement sont demandées. Ça a été d'ailleurs fait hier. Les subventions d'investissement prévues proviennent de l'État, 733 323, DETR, TSIL, etc. Du département, 110 486 €. De la communauté de communes Yvetot Normandie, 270 608. D'autres organismes, 14 960. Il faut savoir aussi que OGF versera en principe 50% de la réfection du parking du cimetière. Donc des demandes de subventions sont déposées au fil de l'eau, bien évidemment, donc elles ne sont pas incluses dans le budget puisque nous n'avons pas les réponses qui nous les attribuent. Par ailleurs, une recette importante est prévue au titre de la cession du terrain situé rue de la Plaine pour un montant de 1 666 000 €. Je crois que c'est fait demain. Monsieur le maire aura le plaisir d'encaisser cette somme demain. Bien sûr, quand on parle de budget, on parle de l'état de la dette, donc pas de changement par rapport au ROB. La dette communale présente un encours de 9 316 321 € 31 12 25 contre 10 95 438 au 31 12 24. L'encours de dette donc, se répartit de la manière suivante 8 638 6 821 au budget ville et 680 000 au budget salle municipale. Pourquoi y a-t-il une baisse de l'encours de dette? Parce que nous n'avons pas emprunté pendant 2 ans, tout simplement. Nous avons remboursé du capital, mais pas emprunté, donc une baisse dans le cours de dette, ce qui se répercute aussi d'ailleurs sur le fonctionnement, puisque les intérêts sont moins élevés. Et ça, c'est quand même une chose d'important. Si on emprunte beaucoup, on grève le fonctionnement des intérêts. Ah oui. Ça, c'est important, c'est le problème de la France. La France a beaucoup emprunté, ce n'est pas tellement la masse de l'emprunt qui est importante, mais les intérêts qu'on rembourse chaque année. C'est la même chose pour nous. En cas de mobilisation totale de l'inscription budgétaire de l'emprunt d'équilibre, le ville se désendetterait d'environ 80 221. Il est prévu 910 000 € de budget d'équilibre cette année. Avec 910 000, on se désendette quand même de 83 221. Donc, c'est intéressant, le remboursement serait plus important que l'emprunt qui serait réalisé. Sachant qu'à 910 000, en principe, ils ne seront pas empruntés. Je pense qu'il y aura emprunté peut-être rien, peut-être 400 000, je ne sais pas, mais généralement, d'expérience depuis 12 ans, c'est ce qui se passe. Voilà pour ce qui est du budget principal. On passe au vote du budget principal. Ah oui, et bien sûr, je répète, parce que j'aime bien le répéter,
L'encours de la dette ne présente pas de risque. Elle est classée 1A sur la charte Gisler, c'est-à-dire dette sans risque particulier. C'est important, ça veut dire qu'on peut continuer à emprunter et que les banques répondront favorablement. Ça, c'est important. Parce que si vous avez une mauvaise note à ce niveau, les banques vont dire « Oh là là, risque, on ne prête pas ». Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Alors on passe au vote. On peut passer au vote du BP. Donc je vous propose d'adopter le budget primitif ville 2026 avec reprise anticipée des résultats qui s'équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement et d'investissement à la somme de 27 739 412,12 €, conformément, très important les virgules 12, conformément au document en annexe à la présente délibération. Autoriser, Monsieur le maire, à opérer des virements de crédit, ça c'est important quand même, dans la limite de 7,5%. Oui, il y a possibilité d'article à article de virer des crédits. Monsieur le maire est autorisé à faire des virements d'un montant de 7,5% d'un article à l'autre. Donc qui est pour? Qui s'abstient? Alors, Madame Eranval, Monsieur Dussault, Madame Taladin, Madame Degnaud, Monsieur Ferrand et Monsieur Bénard. Et qui est contre? Donc le budget est adopté. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer Juste 2 mots. au budget annexe. Juste 2 mots. Alain, c'était ton dernier conseil municipal. Et Oui. je tenais à te remercier du sérieux que tu as apporté dans ta délégation des finances. Merci. J'ai pas fini. Hein. On est au J'ai budget peut-être échoué principal. maintenant. Hein. On était au budget principal. Mais je ne vais pas le faire 3 fois. Mais merci- Je ne vais pas le merci faire beaucoup. avec les autres budgets. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Délibération suivante, qui est budget primitif des salles municipales. Alors, salle municipale, donc c'est pareil, hein, c'est équivalent aux robes. Donc le budget concerne l'exploitation et la location des salles, les Vikings, hors saison culturelle. Hein. Le Vieux-Moulin et Claudien André. Et c'est un budget soumis à la TVA. Je le rappelle, les budgets annexes sont soumis à la TVA, contrairement au budget principal. Voilà. Le budget s'équilibre à 706 585 € en fonctionnement et 517 299 en investissement. Les dépenses d'équipement s'élèvent à 314 213 et comprennent principalement l'espace culturel des Vikings avec le renouvellement du matériel son. J'en avais parlé lors du ROB. Le matériel son est un petit peu obsolète et souvent il faut louer quand on a des groupes qui viennent avec du matériel beaucoup plus moderne. Donc on va s'équiper, ce qui me paraît logique. La fin des travaux de sécurisation de l'arrière-scène pour 61 862 €. Le remplacement de portes 22 000, d'une armoire électrique 8 000, du système de sécurité incendie 35 000, ainsi que des travaux de reprise des bétons extérieurs abîmés 29 600. Par ailleurs, une enveloppe de 77 000 est réservée pour les travaux d'accessibilité des 3 bâtiments. Ça, c'est dans les travaux d'accessibilité. Et les subventions d'investissement inscrites en recettes correspondent principalement au financement des travaux de l'arrière-scène, l'État 32 503, département 70 292 et CCYN 37 503. Et le budget d'équilibre pour la subvention ville à hauteur de 380 000 € en fonctionnement et 195 000 en investissement. Voilà pour le budget salle. Y a-t-il des questions? Je vous remercie, on passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc les mêmes personnes que tout à l'heure, vous les avez notées, je ne les répète pas. Non, il n'y a pas de même. C'est les mêmes? Non, non. Madame Eranval a voté. Madame Eranval a voté le budget? Ah d'accord, pardon. Excuse-moi Marie-Claude, je n'avais pas vu. D'accord, ok. Et qui vote contre? Je vous remercie. Merci. Délibération suivante, toujours dans le cadre budgétaire. Là, il s'agit du BP pour les publications. Alors, les publications, ça concerne la conception, l'édition et la distribution des publications de la ville d'Yvetot. Lui aussi soumis à TVA. De ce fait, les chiffres énoncés ci-après sont hors taxe. Le budget s'équilibre à 46 054 en fonctionnement. Et les recettes proviennent principalement de la vente des encarts publicitaires, 15 000, et de la subvention d'équilibre versée par la ville, 28 000. Des questions?
Non. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc là, Madame Eranval, Madame Talada, Monsieur Dussault, Monsieur Bénard, Madame Degnaud et Monsieur Ferrand. Qui est contre? Personne. Merci. Bien, merci. Délibération suivante, toujours dans les BP, la partie budget annexe spectacle. C'est bientôt fini, rassurez-vous. Ce budget concerne la mise en place de la saison culturelle au sein de l'espace Les Vikings. Il est également soumis à TVA. Les chiffres énoncés ci-après sont hors taxe, bien sûr. Le budget s'équilibre à 177 660 en fonctionnement. Les recettes proviennent principalement de la vente des billets de spectacle, 35 000, et de la subvention d'équilibre versée par la ville, 115 300. C'est simple. Des questions? Non? On passe au vote. Qui est pour? Je fais travailler aujourd'hui. Généralement, je dis contre. Il n'y en a pas, ça va plus vite. Mais... Non, mais c'est bien, ça fait. Qui s'abstient? Ça fait la gymnastique. Donc là, c'est bien les mêmes. Hein? Ah, pardon. Donc, Madame Desroires aussi, pardon. Haut, je l'avais oublié tout à l'heure, peut-être. Non? Non. Excuse, Catherine, je ne t'avais pas vu. Très bien. Donc, le budget spectacle est lui aussi voté. Ensuite, pour ne pas perdre la main toujours avec Alain Canac, c'est l'entretien des espaces verts pour la ville, autorisation donnée de signer les marchés de services. Ça, c'est les marchés que nous présentons aussi tous les ans en fonction des travaux que nous devons élaborer et faire. Je n'avais plus... Où je viens. Je préfère ça aux tablettes, c'est plus clair. Donc, nous avons eu récemment une CAO, commission d'appel d'offres, pour attribuer les marchés qui sont au nombre de 4. Il y a 4 lots. Le lot 1, taille de haie. Le lot 2, fauchage, talus et terrain. Le lot 3, fauchage et tonte des bassins. Et le lot 4, élagage, abattage. La commission d'appel d'offres, qui s'est réunie le 12 février 2026, a attribué la taille des haies à Avenir des Paysages, 89 route de Rouen à Croix-Mare, pour un montant maximum annuel de 98 000 €. C'est toujours hors taxe quand on attribue les marchés. Le lot 2, fauchage, talus et terrain, à la SAS Martin Père et Fils de Senneville, pour un montant de 42 000 €. Fauchage et tonte des bassins à Terre Idéale, Normandie, à Vissou, dans le 91, pour un temps maximum annuel de 94 000 €. Il avait 100 sur 100 dans sa proposition. On verra. Le numéro 4, élagage et abattage, Jardin en Seine de Bolleville, pour un montant de 52 000 €. Voilà ce que la commission d'appel d'offres avait décidé, et ça doit être ensuite entériné, bien sûr, par le conseil municipal. Y a-t-il des questions? Non? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Il s'agit là d'un marché classique aussi que nous présentons. Alors, j'en ai, monsieur le maire, terminé. Ah bon? C'est dommage. Vous n'allez plus m'entendre. Ah, moi, j'ai quelque chose à dire dans la suite. Sinon, tu peux continuer. C'est dommage. Bravo. Bravo. Là, on va rentrer dans d'autres éléments. La délibération suivante, c'est ce barbarisme qu'on appelle le PIG, Programme d'intérêt général, qui vous est présenté par Virginie Blandin, notamment avec France Rénov' et tous ces points-là. Effectivement, dans le cadre du programme Petite Ville de demain, nous avons souhaité renforcer localement les actions menées par le département au travers du PIG, Pacte territorial France Rénov'. Et en 2023, le conseil municipal a décidé de compléter les aides de l'ANA PIG Pacte territorial France Rénov' avec une aide qu'on a appelée coup de pouce.
qui est selon les mêmes critères et modalités d'attribution que ceux de l'ANA et du PIG, à destination des propriétaires occupants pour la rénovation énergétique de leur logement, ainsi que les copropriétés par un abonnement de MaPrimeRénov' copropriété. Donc, on ne fait un abonnement que sur ces dossiers. Les dossiers sont instruits par le comité actuel de l'ANA PIG Pacte Territorial France Rénov'. Et donc, le plan d'action ne s'applique que dans le périmètre de l'opération de revitalisation de territoire, hein, grosso modo le centre-ville d'Yvetot, et pour pouvoir construire un projet de restructuration de l'offre de l'habitat. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est de poursuivre les accords qu'on avait donnés les années précédentes, hein, avec des conditions d'attribution identiques, et de vous proposer pour 2026, au vu du nombre de dossiers traités les années précédentes, de pouvoir offrir une aide dans la limite de 1 000 € par projet pour les propriétaires occupants, avec un budget de 6 000 € par an, donc 6 dossiers maximum, et pour les copropriétés, de pouvoir abonder jusqu'à 25% du montant des travaux plafonnés à 5 000 €. Voilà, donc une copropriété par an. Donc c'est dans la continuité de ce qu'on a pu proposer les années précédentes. Est-ce que vous avez des questions ? Non, dans ces cas-là, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Merci pour ce contre-pied. Convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et le club nautique, Alain Bressaché. Oui, alors, il s'agit de la dernière convention pluriannuelle, CPO, de ce mandat. Cette convention commence avec le succès du renouveau du club nautique yvetotais, puisque la période 2022-2025 a été une période un peu difficile, après le Covid, les fermetures, les travaux des cobules, une période où il a fallu soutenir le club de façon très solide. La communauté de communes aussi a participé. Et donc le club, là on peut le dire aujourd'hui, le club a sorti la tête de l'eau. Très bien. Il fallait la faire. Oui. Mais si. Ça dépend de la discipline, ça. Voilà. Pour d'autres disciplines, j'aurais dit renaître ses cendres, mais bon, là, ça ne va pas du tout. Donc, le club est bien reparti. J'étais à l'Assemblée Générale le mois dernier, 175 adhérents, une très très belle dynamique et un club très sympathique et avec des résultats sportifs qui sont impressionnants pour un petit club, et pas si petit, au sein de la Normandie. D'ailleurs, le président de la Ligue de Normandie se félicite de ce club, d'autant plus que c'est notre directeur des sports à la ville. Ceci étant, bon, pour la blagounette, voilà, c'est fini. Le club se porte bien. Ils ont une salariée maintenant qui fait un travail formidable, et qui fait un travail aussi formidable en dehors de la compétition, mais dans le domaine sociétal, en particulier pour tout ce qui est nager, forme santé, avec l'intégration de publics divers, activités physiques adaptées, dont je suis assez friand en tant que professionnel de santé. Et puis aussi, ils ont ouvert un créneau de natation pour les enfants résidents des nids, donc, et tout ça à titre gracieux pour l'instant. Et donc, voilà, il y a de très belles perspectives d'avenir sur ce club. Nous le soutenons au travers de cette convention pluriannuelle à hauteur de 7 000 € par an, ce qui, de mémoire, doit représenter un peu moins de 10% de leur budget, hors valorisation du bénévolat. Valorisation qui s'élève quand même à 15 000 € par an. Donc, il faut dire que le travail de ces bénévoles est important, très important. On commence aujourd'hui à exiger des clubs qui valorisent leur bénévolat, mais c'est pour aussi leur donner l'importance qu'ils méritent et s'apercevoir que, hors leur présence et leur action,
on serait bien incapable de réaliser les mêmes choses. Pour terminer, et puisque je sais que vous êtes particulièrement attentif aux lectures des conventions pluriannuelles d'objectifs, vous remarquerez qu'en annexe 4, la charte des valeurs et de l'éthique sportive n'a pas été signée par un président du club. Donc je le ferai faire tout de suite après. Merci de l'avoir remarqué. Qui a des questions? S'il n'y a pas de questions, qui est pour? Qui s'abstient? Pas de contre. Je vous remercie. Merci pour eux. Très bien, merci. Délibération suivante, toujours dans des conventions pluriannuelles d'objectifs, le renouvellement. Mais là, il s'agit de la Galerie du Champ. Jean-François Leperf. Donc ici, il s'agit du renouvellement de la CPO de la Galerie du Champ. Donc la précédente CPO s'est arrêtée le 31 décembre 2025. Elle avait pour terme faire territoire. Donc c'était pour mettre en avant le Pays de Caux. La prochaine CPO nous lie encore avec nos partenaires institutionnels que sont la DRAC, le ministère de la Culture, la région Normandie, le département de la Seine-Maritime et donc la ville d'Yvetot qui suit le travail de la Galerie du Champ. Ces partenaires s'engagent vraiment à nos côtés financièrement et soutiennent pleinement les projets qui sont proposés par la Galerie du Champ. La prochaine convention donc, aura pour thème la ligne de désir. Alors, j'ai été voir ce que c'était quand même, parce que c'est un terme d'urbanisme qui consiste à tracer un chemin pirate autre que les voies officielles de circulation, sans modifier le point de départ et d'arrivée. C'est un espace de liberté en dehors de tout balisage pour une destination identique. Donc, ce qui va permettre aux artistes de suivre différents chemins pour arriver finalement au même point. Tous les chemins mènent à la galerie. C'est ça. Donc, dans cette convention, il est prévu donc 4 expositions par an. Donc une exposition phare en période estivale. On a eu ces dernières années Fabrice Hibert, Marc Desgrandchamps et David Lynch, qui a été un gros succès. Je rappelle 6000 visiteurs l'été dernier. Et donc on gardera une exposition phare chaque été. Mais la galerie n'oublie pas pour autant son cœur de métier, c'est le soutien aux jeunes artistes, aux artistes émergents aussi. Hein. Donc ceux qui sortent de l'ESADAR, pour les encourager et pour leur permettre de créer dans de bonnes conditions. Il y aura aussi donc toujours, alors ça sera plus les iconoclastes. Les iconoclastes qui ont vécu pendant 26 ans seront remplacés par un dispositif qui s'appelle Cause commune. Ce dispositif sera un peu différent parce qu'avant, on avait plusieurs artistes qui étaient dans les établissements scolaires de la ville. Là, on aura un artiste qui sera là plus longtemps et qui sillonnera les différents établissements scolaires et travaillera avec les établissements scolaires et aussi les établissements accueillant du personnel en situation de handicap. Donc, et il y aura une restitution, bien sûr, de ce travail à la Galerie du Champ et les élèves participeront à cette exposition. Donc, la galerie aussi garde aussi une ligne éditoriale très importante, hein, parce que c'est aussi le témoin et l'histoire de ce lieu. Donc, il y aura toujours les petits formats qui relatent à chaque fois le travail qui est fait pendant les expositions. Il y a aussi donc les artichouettes à destination des jeunes publics, donc qui permettent aux jeunes élèves qui fréquentent la galerie de pouvoir visiter l'exposition. Et c'est un exemplaire qui est adapté à leur âge. Je voudrais parler aussi, alors, parce que dans le projet de la CPO, il est fait mention de l'hyperlieu, donc c'est-à-dire le devenir de la Galerie du Champ.
nous avons pour projet de réunir dans le même lieu la Galerie du Champ, le musée municipal et l'école d'art plastique. Bien sûr, dans le bâtiment actuel, ce n'est pas possible, déjà parce qu'il n'y a pas l'accessibilité. Donc, il faut permettre l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Et ce tiers-lieu qui a vraiment le soutien du ministère de la Culture, de la région et de la Seine-Maritime, sera un projet unique en France. Ça n'existe nulle part ailleurs en France. De réunir dans un même lieu un musée municipal, un centre d'art Cassine d'intérêt national et une école d'art plastique. Donc, il y a eu une demande qui a été faite par la région au FEDER et pour le moment, on aurait un octroi déjà de 1,7 million pour ce projet. Donc, voilà un peu le contenu de la CPO. Avez-vous des questions? C'est juste une petite observation. C'est un projet qui est né déjà en 2021. Donc, il n'est pas d'aujourd'hui. Ah non. Je le dis parce que j'ai quand même porté le projet au début. Non, de toute façon, on ne va pas jouer, c'est moi qui l'ai dit le premier. Vous savez toujours, j'ai une formule très particulière là-dessus. C'est que la paternité des succès est toujours revendiquée. Les difficultés restent orphelines. Ce que je pouvais dire en général. Là, c'est un projet intéressant pour encore l'attractivité de la ville. C'est un projet qui va donner encore un éclat supplémentaire. Et je crois que dans une bonne forme des choses, il me semble intéressant de rappeler que le dossier avance bien. Nous sommes allés chercher des subventions ailleurs, même si on n'a pas pu avoir tout ce qu'on souhaitait, mais nous avons fait le forcing pour aller plus loin. Et je dois rendre aussi un remerciement important au directeur de la galerie et toute son équipe qui travaille d'arrache-pied pour donner encore plus de lumière à cette structure. On va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Monsieur Ferrand et Madame Et qui est contre? Je ne vois personne. Je vous remercie. Très bien. Délibération suivante. Alors, sous forme de plaisanterie, je sais que je vais rendre des jaloux parmi mes collègues, notamment sur mon accent anglais. Je sais que je vais rendre quelques jaloux. Il s'agit du Yvetot Cos Game Show, tarification, entrée, buvette et exposant. Virginie Blondet. En l'absence d'Arnaud Mouillard, je vais présenter sa délibération. Donc, le Yvetot Cos Game Show pour 2026 aura lieu le 6 et le 7 juin. Donc, comme tous les ans, il faut définir les tarifs pour la billetterie d'entrée, pour la buvette et les locations d'emplacement. Tout ça est organisé et géré par la maison de quartier avec régie de recettes. Donc, on vous propose pour les tarifs en billetterie d'entrée le billet 1 jour à 5 €, le billet 2 jours à 7 € et la gratuité pour les moins de 10 ans pour que ça reste des tarifs abordables. Au niveau de la buvette, tout ce qui est café Théo à 1 €, crêpes soft à 1,50 €, les sandwichs au choix 3,50 €, la formule sandwich plus soft ou plus dessert 5 €, brochettes de bonbons et chips à 50 centimes et les boissons à thème comme le bubble tea à 3 €. Pour les emplacements des exposants pour le week-end, on est à location d'un emplacement contenant une table et 2 rectos de grille, on est à 40 € avec la possibilité de louer jusqu'à 4 emplacements maximum par exposant. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, dans ces cas-là, je vais vous proposer de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Merci. Sur la lancée de ma collègue, on va partir sur le tableau des effectifs et toute la gestion du personnel. Délibération suivante, c'est le tableau des effectifs du personnel communal au 1er janvier 2026. Vous savez que ces tableaux se modifient au cours de l'année en fonction des arrivées et des départs. Virginie Blondet. Donc, comme tous les ans, on vous présente le tableau des effectifs. Donc, comme on vous l'a mis, il est joint en annexe, il est joint dans le budget à la page 145 pour ceux qui sont allés regarder. Donc,
on retrouve comme tous les ans les emplois budgétaires qui sont créés, ceux qui sont pourvus. Donc on a 178 emplois permanents à temps complet dans le budget et 17,85 emplois permanents à temps non complet, ce qui nous fait un total de 195,85 au total. Sur les effectifs pourvus en équivalent temps plein, on est à 170,93 agents titulaires et 10,22 agents contractuels, ce qui nous fait un total de 181,15 au niveau des équivalents temps plein. Donc voilà le bilan, et donc on va vous demander d'approuver ce tableau des effectifs et de préciser que bien sûr on est parti de là pour faire le budget qui a été présenté tout à l'heure par Alain Canac. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Merci. Toujours dans la partie personnelle communale, modification numéro 2 du tableau des effectifs, avancement et grade et changement de grade, puisque c'est et ou changement de grade. Là aussi, c'est présenté tous les ans à la même période pratiquement. Voilà. Donc effectivement, on aura les deux, d'abord l'avancement de grade, puis les changements de grade suite à concours. Donc sur les avancements de grade, c'est bien l'autorité territoriale qui prononce les nominations après inscription sur un tableau d'avancement annuel, et donc avec deux modalités, au choix par appréciation de la valeur professionnelle des agents et des acquis de l'expérience professionnelle au regard de nos lignes directrices de gestion, ou par après sélection par voie d'examen professionnel. Donc depuis 2021, il n'y a plus de soumission à l'avis des commissions administratives paritaires compétentes. On doit suivre les lignes directrices de gestion qui ont été votées par la collectivité. Donc ce qu'on vous propose comme modification qui prendrait effet au 1er mars, donc suppression de 2 postes d'adjoints administratifs à temps complet et adjonction de 2 postes d'adjoints administratifs principal, 2e classe à temps complet. Suppression de 3 postes d'adjoint technique principal, 2e classe à temps complet, remplacés par 3 postes d'adjoint technique principal, 1re classe à temps complet. Un poste d'adjoint d'animation à temps complet, remplacé par un poste d'adjoint d'animation principale, 2e classe à temps non complet. Un poste d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet, remplacé par un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe à temps non complet. Modification au 1er juillet. Donc ça, c'est dépendant en fait des dates, des différentes dates et des temps passés dans les grades. Donc suppression d'un poste d'adjoint technique principal 2e classe à temps complet et remplacement par un poste d'adjoint technique principal 1re classe à temps complet. Suppression d'un poste d'adjoint technique à temps complet et remplacement par un poste d'adjoint technique principal 2e classe à temps complet. Suppression d'un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principales de 2e classe à temps complet par un poste d'ADSEM principal de 1re classe à temps complet. Ensuite, au 1er septembre, la suppression d'un poste d'adjoint administratif à temps complet, remplacement par un poste d'adjoint administratif principal 2e classe à temps complet. Au 1er octobre, un poste d'agent de maîtrise à temps complet supprimé et remplacé par un poste d'agent de maîtrise principal à temps complet. Et un poste supprimé d'adjoint technique à temps complet, remplacé par un adjoint technique principal 2e classe à temps complet. Pardon. Au 1er novembre, suppression d'un poste d'adjoint technique à temps complet, remplacement par un adjoint technique principal 2e classe à temps complet. Donc ça, c'est pour les avancements de grade. Ensuite, les changements de grade suite à réussite au concours. On vous propose au 1er mars la suppression d'un poste d'adjoint administratif à temps non complet et le remplacement par un poste d'adjoint principal 2e classe à temps non complet. Donc voici l'ensemble des modifications qui sont proposées dans le cadre des lignes de gestion de la collectivité. Est-ce que vous avez des questions? Non. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions?
Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Merci. Toujours dans la même lignée du personnel, modification numéro 3 du tableau des effectifs 2026 avec les différents services. Donc pour le service vie de la collectivité, nous avons un agent du service qui était titulaire du grade d'adjoint technique qui occupait le poste d'agent d'entretien et de surveillance de cantine à temps non complet 18h30 hebdomadaire, qui a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai. De même, un autre agent de ce service qui est agent de site à temps complet bénéficiera d'une retraite progressive à compter du 1er avril 2026 et donc passera à temps partiel à 80% à partir de cette date. Au regard des besoins du service en termes d'activité sur ces deux postes, on est obligé d'anticiper le remplacement qui partira à la retraite et celui qui sera en retraite progressive. Donc il vous est donc proposé de créer un emploi d'agent polyvalent chargé de propreté et d'hygiène de gardiennage et de surveillance de cantine. Vous dire que ce poste pourrait être pourvu par un fonctionnaire. Donc on a mis les 3 grades. Vu qu'il y a les élections, il n'y aura pas de conseil avant que le besoin que le recrutement soit fait. Donc on vous propose les 3 grades possibles. Donc adjoint technique principal, 2e classe et 1re classe. Et dire que si nous ne trouvons pas de fonctionnaire, que l'emploi puisse être tenu par un agent contractuel pour une durée maximale de 3 ans, reconductible par décision expresse dans la limite de 6 ans. Que si c'est un contractuel, sa rémunération fera référence à la grille indiciaire qui correspond au cadre d'emploi des agents techniques territoriaux. Donc, ce qu'on vous propose, en récapitulatif, c'est la création d'un emploi permanent d'agent polyvalent chargé de propreté, d'hygiène, de gardiennage et de surveillance de cantine à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 26 heures, donc soit 26/35e à compter du 1er avril, et de dire que soit ce sera un fonctionnaire, soit un contractuel en fonction du recrutement. Donc ça, c'est pour le service vie de la collectivité. Ensuite, pour la direction de la communication et des dynamiques locales, notre placière envisage de faire valoir ses droits à la retraite au 27 novembre 2026. Donc elle devrait quitter ses fonctions autour de la mi-juillet pour solder ses congés et son compte épargne-temps. Donc dans l'objectif de son remplacement, mais aussi au regard des besoins de la direction, la fiche de poste a été mise à jour et une fonction complémentaire a été proposée d'être attribuée au futur agent recruté sur le poste, à savoir agent de surveillance de la voie publique. Donc l'intitulé du poste passerait de placière à agent de surveillance de la voie publique et placier. Donc ces missions seraient l'organisation des marchés, la gestion de l'occupation du domaine public et la participation à l'organisation des événements. En complément, l'agent pourrait être chargé de la sécurité aux abords des écoles et être en appui aux missions de la police municipale dans le cadre de ses compétences d'ASVP. Donc, il nous faut donc créer un emploi permanent pour pouvoir assurer la période en fait où notre placière sera en congé, et on pourra supprimer ensuite l'autre poste quand elle sera définitivement partie. Donc, on vous propose de prendre en compte les modifications suivantes au 1er mars. Donc la création d'un emploi permanent d'ASVP placé à temps complet à raison de 35 heures par semaine, donc à compter du 1er mars. Dire que cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux au grade ou d'adjoint technique ou d'adjoint technique principal 2e classe ou 1re classe, une fois que le recrutement sera fait. Que s'il n'était pas pourvu par un fonctionnaire, il pourrait être occupé par un agent contractuel, dans la limite, bien sûr, pour sa rémunération, de la grille indiciaire du cadre d'emploi. Enfin, pour la direction des ressources humaines. Donc, dans le cadre de l'intégration des agents du CCAS au 1er juillet, on vous en avait parlé,
que des agents du service des ressources humaines seront mis à disposition pour une partie de leur temps de travail auprès du CCAS. Donc cette mise à disposition plus l'activité permanente du service ressources humaines ne peut pas être absorbée à effectif constant. Donc il vous est proposé de recruter un nouvel agent sur un emploi permanent à temps complet à compter du 1er mars pour une prise de poste envisagée au mois de juin, le temps de procéder au recrutement pour renforcer l'équipe en place et permettre d'assurer l'activité supplémentaire qui sera liée à l'arrivée des personnels du CCS. Donc les missions de cette agence seraient bien sûr identiques à celles des assistantes du service des ressources humaines qui sont actuellement en poste et qu'on exerce dans le cadre de la polyvalence. Comme pour les 2 autres postes, on peut avoir différents grades pour ce poste. Donc on vous propose de mettre les 3 possibles: adjoint administratif principal de 2e classe, de 1re classe ou rédacteur. Et donc pour répondre à ça, donc au 1er mars, en récapitulatif, la création d'un emploi permanent d'assistante des ressources humaines à temps complet à 35 heures, pourvu par un fonctionnaire sur un des 3 grades, ou à défaut par un contractuel dont la rémunération serait limitée dans le cadre de la grille indiciaire du cadre des emplois des agents administratifs ou rédacteurs. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 3 directions? Non, je vous propose de passer au vote dans ces cas-là. Qui est pour? A priori, tout le monde. Je vous remercie. C'est le contre-pied permanent. Délibération suivante. Création d'emplois non permanents suite à l'accroissement saisonnier d'activités au service des espaces verts. Ça, c'est une délibération que nous présentons tous les ans pour pallier, évidemment, cet accroissement important du fleurissement et tous les points d'espace vert que nous présentons tous les ans à cette même période. Virginie Blandet. Donc effectivement, c'est la période du fleurissement et la période estivale, et nos agents ne suffisent pas pour faire l'ensemble de l'activité. Donc on vous propose, comme d'habitude, de créer à partir du 1er avril 6 emplois non permanents sur le grade d'adjoint technique territorial à 35e, et d'autoriser Monsieur le maire à recruter ces 6 agents contractuels pour une durée maximale de 6 mois, suite à l'accroissement saisonnier d'activité au service espace vert. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette délibération. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Délibération suivante. Création d'un emploi non permanent d'adjoint technique pour un accroissement temporaire d'activité au service vie de la collectivité. Effectivement, nous allons vous proposer de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité à la direction des services à la population et de l'éducation au service vie de la collectivité à compter du 1er avril pour assurer la continuité de service, notamment sur un poste d'agent en restauration collective. Donc l'agent sera plus particulièrement chargé de la production, construction, qualité, logistique, donc tout ce qui entretient des espaces, les locaux, l'épluchage des légumes, de la gestion des denrées dans le respect du cadre réglementaire. Et en cas de besoin, cet agent sera amené à occuper les fonctions de chef de cuisine en remplacement momentané en cas d'absence, bien sûr, dans le respect de l'ensemble des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire et protocoles qu'on peut avoir en vigueur. Donc on vous propose la création d'un emploi non permanent à temps complet, 35 heures, au 1er avril. Donc sur le grade d'adjoint technique, et de nous autoriser à recruter au besoin un agent contractuel. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Tout le monde, merci. Merci. Délibération suivante, modification de l'intitulé et démission de l'emploi d'ingénieur territorial.
Toujours Virginie Blandin. Donc, le poste de directeur adjoint des services techniques est vacant depuis le 1er août 2025 dans la collectivité. Et suite à cette vacance, une réflexion a été engagée sur l'organisation de la direction des services techniques et de l'aménagement. Ainsi, on vous propose de faire évoluer l'emploi permanent de directeur adjoint des services techniques pour mieux répondre aux besoins actuels de la collectivité, en passant à un poste de chargé de mission patrimoine bâti, dont les missions sont les suivantes, qui étaient une grosse partie des missions qui étaient faites par le directeur adjoint. Oui. Gestion et suivi des marchés publics relatifs aux bâtiments et patrimoine bâti, suivi et gestion du patrimoine bâti, suivi réglementaire des obligations applicables aux bâtiments, notamment en matière de performance énergétique du patrimoine, appui aux opérations de travaux et projets d'amélioration énergétique, coordination, reporting et gestion documentaire. Donc, cette nouvelle organisation a bien sûr été présentée au comité social territorial, a reçu un avis favorable. Le cadre d'emploi et le grade restent inchangés. Hein, c'est un cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur. Et comme pour les autres, hein, s'il n'est pas pourvu par un fonctionnaire, l'objectif est qu'il puisse être pourvu par un contractuel pour une durée maximale de 3 ans. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce poste ? Non. Je vais vous proposer de passer au vote. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Adopté. Je vous remercie. Merci. Mise à disposition, délibération suivante. Mise à disposition du personnel de la ville sur les budgets annexes pour l'année 26, évidemment. Ça, c'est un point qu'on revoit régulièrement, puisqu'il y a des personnels qui sont mis à disposition des budgets annexes. Donc, effectivement, comme tous les ans en début d'année, on fait les calculs prévisionnels des coûts de personnel à affecter sur les budgets annexes. Donc, pour le budget salle municipale, donc vous avez le détail pour l'espace culturel des Vikings. On a les 3 régisseurs ou techniciens de la salle à temps complet, un agent d'entretien à temps complet, un agent administratif chargé des contrats de location de la salle à raison de 20% de son temps de travail, ce qui fait un montant prévisionnel à 185 300 € pour 2026. Pour la salle du Vieux Moulin et l'espace Claudie André Deshaies, 2 gardiens à temps complet, 2 gardiens à 80%, ce qui fait un montant prévisionnel à 158 000 € pour 2026. Pour le budget spectacle, donc en agent mis à disposition, un agent administratif chargé des tâches administratives aux Vikings, programmation et régie à raison de 80% de son temps de travail, un agent administratif chargé de la suppléance de la régie billetterie à raison de 10% de son temps de travail, la directrice des finances à raison de 4,75% de son temps de travail, la DRH à raison de 1,5% de son temps de travail et un agent du service communication à raison de 3% de son temps de travail, ce qui représente un budget à 46 500 € pour 2026. Pour le budget publication, on est sur un agent administratif mis à disposition à 50% de son temps de travail, ce qui représente un montant prévisionnel de 20 000 €. Je rajouterai que la refacturation des frais de personnel, elle est faite de manière annuelle en fonction des dépenses réelles, des salaires qui sont faites. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. Merci. Délibération suivante. Communauté de communes Yvetot-Normandie avenant à la convention de mise à disposition de moyens auprès de la ville d'Yvetot depuis le 1er juillet 2021, notamment avec le musée des Ivoires. Donc, vous savez que l'Office de tourisme intercommunal est hébergé dans les locaux du musée municipal de la ville d'Yvetot. Et donc, on avait une convention qui avait été signée en 2021 pour la mise à disposition au profit de la ville de l'adjoint administratif principal de 2e classe, qui est agent de la communauté de communes Yvetot Normandie, pour une durée maximale de 3 ans.
Les actions que menait cet agent étaient l'accueil du public pour le musée des Ivoires et la salle des expositions, la vente des billets au musée, l'information du public et l'accueil de groupe, la suppléance de la régie pour les opérations d'encaissement liées aux entrées du musée, ainsi que la boutique du musée. Ces missions sont exercées par l'agent affecté de manière permanente à l'Office du tourisme intercommunal ou son remplaçant sur les jours d'ouverture de l'office lorsque la régisseuse titulaire, agent de la ville d'Yvetot, est absente. Depuis la signature de cette convention, les missions de l'agent ont été amenées à évoluer, notamment depuis qu'on a voté la gratuité du musée. Il n'y a plus de vente de billets. De plus, pour acter l'esprit partenarial et faciliter la gestion financière de la convention, on a proposé entre la communauté de communes et la ville par voie d'avenant que dans l'article 5, Yvetot Normandie remboursera à la ville d'Yvetot au pourcentage des surfaces occupées les dépenses liées aux fournitures et fluides et aux abonnements, les dépenses liées aux ordures ménagères. Le ménage est réalisé par les agents de la ville. Enfin, voilà, vous avez l'ensemble des détails. Et donc, on a rediscuté de tout ça et l'objectif est de se dire qu'au vu des charges administratives de refacturation par des uns et des autres, on vous propose une convention où on fait une mise à disposition et où on enlève les flux financiers en fait, entre la ville et la communauté de communes et les montants restent quasiment les mêmes. Et ça évite toutes ces activités administratives qui prennent beaucoup de temps et, je dirais, pour peu d'argent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Tout le monde, merci. Bien, merci. Avant de nous quitter, l'ordre du jour de ce conseil municipal est terminé. Permettez-moi ces points un peu particuliers pour ce soir, puisque c'est le dernier conseil municipal de la mandature. Et je tenais à cette occasion vous remercier toutes et tous pour la qualité de nos échanges, la qualité de nos débats qui nous ont permis aux uns et aux autres de progresser collectivement. Certains arrêtent leur mandat ce soir, d'autres partent sur d'autres routes, et après tout, chacun a le droit de choisir sa route lorsqu'elle lui semble indispensable et nécessaire. J'ai cependant une émotion particulière quand même pour 3 de mes collègues ici présents. À ma droite, très proche, Alain Canac, un vieux compagnon de route et de combat, puisque nous avons mené ensemble cette étude et ce groupe de pression pour la création du lycée Raymond Queneau. Et je crois que par rapport à ça, on peut aussi s'en féliciter d'avoir eu ces moments particuliers. Un grand merci Alain pour tout ce que tu as fait et encore une fois, toute une émotion particulière te concernant. Émotion particulière aussi pour Françoise Blondel, qui aujourd'hui et depuis maintenant presque 6 ans, j'allais dire, s'est engagé fortement dans le CCAS. Le CCAS qui est une gestion très difficile. On a parlé tout à l'heure de plus de 400 salariés qui répondent à 2 statuts différents, avec des complexités, avec des métiers totalement différents, des métiers décernés à l'humain. Et quand on est décerné à l'humain, c'est toujours des moments un peu compliqués. Et on travaille, même s'il y a des projections générales, il faut travailler au coup par coup, au jour le jour, en fonction des personnels qui sont là et surtout des patients que nous devons soigner régulièrement. Et tout ce qui est fait au niveau de la population aussi, et qui leur permettent aussi à certaines personnes en difficulté, handicapées, vieillissantes ou autres, d'avoir un confort très personnel pour les aider à mieux vivre. Une émotion particulière aussi pour Yvette Duboc, qui était notre adjointe à l'école, à la population et notamment à toute la jeunesse. Également aussi un grand merci pour le travail effectué. Là aussi, nous touchons l'humain et l'humain est toujours un peu compliqué. Je ne veux pas oublier personne, mais d'autres partiront vers d'autres difficultés, vers d'autres vies. Et après tout, il est tout à fait normal, je crois encore une fois, en mon nom et en votre nom, de remercier tous les acteurs
et toutes les personnes qui ont participé à la progression de notre conseil municipal et je vous demande d'applaudir. Bien, merci pour eux, bonne soirée et pour d'autres aventures.